Oui, bonsoir à tous. Alors, je commencerai par présenter nos vedettes de la soirée. Marie-Hélène Benoîtis, professeure de musicologie à la Faculté de musique de l'Université de Montréal, et Marie-Pierre Leduc, donc doctorante à cette même faculté en co-tutelle avec l'Université libre de Bruxelles. Je ne me trompe pas. Donc, Marie-Hélène, Marie-Pierre, j'aurais envie d'emblée de vous demander qu'est-ce qui fait que deux musicologues se lancent dans un projet de rédiger un ouvrage sur un sujet comme la méthodologie qui, a priori, ne suscite pas des passions très, très enthousiastes. Alors, j'aimerais ça que vous démystifiez ça pour moi. Bon, en fait, cette question-là est complètement au cœur du projet de cet ouvrage-là parce que il est né d'une part de notre passion à nous pour cette matière-là. Je sais que c'est assez inhabituel, mais nous sommes des passionnés de méthodologie. Alors, à chacun ses perversions. Nous, c'est celle-là. Sauf que, effectivement, on s'est aperçu assez rapidement que cette passion-là n'est pas nécessairement partagée par une majorité de gens. Chose que, à ce jour, j'arrive pas vraiment bien à comprendre, mais il faut constater que c'est ça la réalité. Et en fait, historiquement, le projet est né de ma première expérience d'enseignement de la méthodologie. Donc, quand j'ai été embauchée à l'Université de Montréal comme professeur, une des premières choses que j'ai dites, c'est « Ah, mais je veux prendre en main le cours de méthodologie, ça me passionne, j'adore ça, je veux faire ça. » Et là, tous mes collègues me regardaient l'air de dire « Mais ça va pas la tête. » Et je me disais « Non, non, mais c'est eux qui n'ont pas compris. » Après ma première expérience d'enseignement, j'ai compris assez rapidement le regard sceptique de mes collègues. Effectivement, c'est très ingrat d'enseigner la méthodologie. Et donc, on est toutes les trois ici, on partage cette expérience-là. On sait à quel point ça peut être difficile de passionner les étudiants pour ce genre de matériaux qui peut paraître aride. Et surtout, si on le fait dans le cadre d'un cours magistral. Et en fait, la toute première fois que j'ai donné le cours, c'était à l'hiver 2014. Et ma première approche a été de faire, bon, ben, je fais un cours de 3 heures comme tout le monde fait, et voilà. Et donc, je présente nos matériaux. Et puis, je me suis rendu compte assez rapidement que, d'une part, la classe se vidait de semaine en semaine. D'autre part, il est venu un moment où je m'embêtais moi-même avec mes élucubrations méthodologiques. Et là, je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas rester comme ça, c'est pas viable. Et inventons donc une autre façon de faire. Et c'est là que j'ai eu l'idée démoniaque de remplacer le cours magistral par un matériau écrit. Et donc, c'est là qu'est entrée en scène Marie-Pierre. Donc, la deuxième fois que j'ai donné le cours à l'automne 2014, là, je me suis dit, OK, révolutionnons les choses. Au lieu de faire des cours magistraux, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner la matière par écrit à l'avance et on va complètement éliminer toute présentation magistrale et on va faire à la place des exercices en classe sur la base de la matière qui aurait été présentée par écrit à l'avance. Et c'est là qu'avec Marie-Pierre, on a créé une série de modules qui étaient distribués aux étudiants à l'avance et ils devaient les lire et on faisait des mini-tests dessus en classe. Bon, on pourra revenir sur la méthode pédagogique qui entoure tout ça un peu plus tard. Et donc, ça a créé donc, une série de fascicules écrits qui totalisait au départ peut-être une 60aine de pages. Donc, c'était vraiment pas énorme. Et année après année, en fait, on a repris ce matériau-là, on l'a amplifié, on l'a bonifié, on l'a révisé. Et ça a fini par donner quelque chose qui avait quand même un bon volume. Jusqu'au jour où je me suis dit, mais pourquoi limiter ça à seulement les étudiants qui subissent notre cours? Pourquoi ne pas en profiter pour évangéliser un peu, faire œuvre de prosélytisme? Et puis évangéliser la planète. Et on s'est dit, faisons-en un ouvrage qui va pouvoir profiter à d'autres personnes, dans d'autres universités, dans d'autres contextes, d'autres types d'étudiants éventuellement, qui vont pouvoir épuiser donc des méthodes qui peuvent être utiles dans plein d'autres contextes que simplement un cours de méthodologie. Ça va bien au-delà de ça en réalité. Est-ce que, Marie-Pierre, donc tu as participé également au projet, à concevoir les modules, à l'organisation aussi, je pense, à la conception en fait, du contenu, comment tout cela est organisé? Oui, en fait, quand Marie-Hélène, on est trop de Marie ce soir, quand Marie-Hélène m'a demandé de participer au projet, c'était vraiment pour qu'on mette nos idées en commun. Donc, elle avait déjà l'expérience de l'enseignement du cours, moi non, mais à l'époque, j'étais encore un peu proche de mes études. J'étais à la maîtrise encore, et j'étais encore proche de mes études du bac, donc et en même temps, j'avais une expérience en édition, donc on a un peu jumelé tout ça pour arriver à faire des modules qu'on a vraiment révisés année après année. Et donc nous, avec notre propre expérience d'enseignement, mais aussi par le feedback des étudiants. Et ils ont vraiment été très, très, très utiles, ces commentaires des étudiants dans le processus de révision des modules et éventuellement
de l'ouvrage. Je pense que c'est quand même important de le souligner, donc toute cette rétroaction qu'ils nous ont donnée. Ben, là, donc, si je comprends bien, là, j'ai le point de vue du professeur qui a élaboré l'ouvrage, l'étudiante qui donc y participe également. Donc, c'est un outil à la fois qui s'arrime aux enseignants comme lecture, exercice et à la fois pour les étudiants aussi, si je comprends bien. C'est vraiment conçu, en fait, en fonction des étudiants, mais aussi, c'est conçu pour être utilisé en classe et être utilisé en classe de façon complètement modulable. Donc, en fait, l'ouvrage, tel qu'il est publié maintenant, ne correspond pas à comment on donne le cours de méthodologie. Donc, il faut souligner que le cours de méthodologie, maintenant, Marie-Pierre et moi, on en partage la tâche. Donc, une fois c'est moi, une fois c'est elle, et on enseigne en fait de façon assez similaire, dans le même type de dynamique, et à chaque fois, donc, on améliore le cours en fonction des expériences d'une de l'autre. Et donc, quand on enseigne le cours, on utilise ce qui est maintenant l'ouvrage, on en fait lire des chapitres aux étudiants, mais pas dans l'ordre où c'est présenté. Donc, l'ouvrage est lisible, tient debout tout seul, il est logique en lui-même, mais il est tout à fait possible de l'utiliser autrement que dans la façon dont il est présenté. Et nous-mêmes, donc, on ne fait pas lire les chapitres dans l'ordre. On commence par le début, après on saute à la fin, en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire ressortir en premier. Donc, c'est vraiment un outil qui est conçu pour ça. Par ailleurs, on a ajouté tout un tas de trucs dont Marie-Pierre est en grande partie responsable. On a ajouté des exemples, on a ajouté des exercices. Je ne sais pas si tu veux dire 2 mots sur ces exercices. Oui, en fait, on a ajouté, parce qu'en classe, quand on enseigne, par exemple, le côté très terre-à-terre de la méthodologie, on va voir plus tard que c'est pas juste terre-à-terre, mais quand on doit enseigner, par exemple, la bibliographie ou la typographie, c'est très difficile de simplement leur demander de l'appliquer du premier coup. Donc, on s'est dit que des exercices, donc sur les références bibliographiques, sur des éléments de typographie, sur les notes de bas de page, ça pouvait être utile. Et donc, maintenant dans le livre, c'est disponible. Donc, le futur nous dira si ça porte ses fruits, ces exercices. Mais je peux déjà confirmer, moi, sur ce que vous venez de dire, que je l'utilise, moi, comme enseignante. L'aspect modulable fonctionne très, très bien. On peut consulter quelques chapitres, le donner en lecture, ou même si on est étudiant, donc aller approfondir nos connaissances. Et aussi comme soutien pour les étudiants, je pense que Marie-Pierre, tu avais évoqué dans un échange informel, l'espèce d'accompagnement pas à pas pour les étudiants face à parfois un peu l'angoisse de la page blanche quand on a un travail de recherche à faire. Oui, exactement. Alors, le manuel est utile pour les enseignants, mais il est également très utile pour les étudiants. Donc, c'est vraiment un accompagnateur des étudiants. Il vient démystifier, en fait, toutes les étapes qui mène à la réalisation finale d'un travail de recherche, donc que ce soit la délimitation d'un sujet de recherche, les premières recherches documentaires, le premier plan, la révision du plan, comment faire une lecture efficace, comment prendre des notes sur des lectures, comment faire un exposé oral, comment ensuite rédiger le travail final. Donc toutes ces étapes-là, le fait de les décortiquer en plusieurs étapes, c'est vraiment un grand atout pour les étudiants parce que tout d'un coup, ça les aide à lutter contre l'angoisse de la page blanche et contre la procrastination. En fait, souvent, la procrastination découle de cette fameuse angoisse de la page blanche. Et tous ceux qui enseignent ici sont très conscients de la tendance qu'ont certains, voire plusieurs étudiants à procrastiner. Mais pas seulement les étudiants. Non, pas les étudiants. Faut le préciser. Mais justement, donc trouver des trucs pour lutter contre cette angoisse de la page blanche, c'était vraiment très important pour nous et de décortiquer, vraiment le faire étape par étape. Ça permet aux étudiants de comprendre qu'un travail ne s'écrit pas d'un seul et premier jet, que c'est plusieurs versions révisées, et le fait d'accepter que la première version va être imparfaite délie les doigts sur le clavier, si je peux dire. Et les idées, en fait, plus ils écrivent, plus ils sont capables d'avoir un regard critique sur ce qu'ils viennent d'écrire, et ça fait rentrer les étudiants dans un cercle vertueux. Et je pense, en fait, cet aspect, si je peux dire, un peu psychologique de l'accompagnement des étudiants est présent, en plus de tous les trucs concrets qu'il y a dans le manuel. Il y a vraiment cette espèce d'accompagnement dans ce truc qui peut être très paralysant, en fait,
la page blanche sur Word. Donc, à ne pas négliger. Ben justement, j'aimerais moi ajouter là-dessus que tu parles d'accompagnement pour les étudiants. Moi, j'ai eu à l'utiliser avec donc des étudiants qui sont majoritairement en interprétation, puisque j'enseigne au conservatoire. Mais c'est quelque chose qui peut s'utiliser donc pour des étudiants qui sont de divers horizons dans le domaine de la musique, que ce soit composition, musicologie, interprétation. Et bien d'autres champs. Et aussi, quand on a dans nos classes des étudiants qui viennent d'horizons plus variés, que ce soit d'histoire de l'art, sociologie, sciences humaines, donc ça peut vraiment donner de bons outils. En fait, je pense que c'est la force de l'ouvrage d'avoir des bases du travail intellectuel qui va suivre donc ces étudiants-là pour tout leur parcours du baccalauréat et même au-delà. En fait, c'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu. Cet ouvrage-là, c'est pas simplement un ouvrage qui vise à aider les étudiants à présenter un travail, comme le disait Marie-Pierre, c'est vraiment pour le concevoir, mais c'est aussi, de façon générale, une introduction aux bases du travail intellectuel. On est au-delà du point puis de la virgule, là. Ah oui, oui, on est vraiment, là, ok, d'accord, toutes les deux, on a une passion perverse pour les espaces insécables, je l'admets, mais ce n'est pas un ouvrage sur les espaces insécables, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. L'idée, c'est que le texte qu'on veut mettre en forme de façon optimale, le but de ça, c'est de donner accès au fond. On ne fait pas de la forme pour faire de la forme, on fait de la forme pour transmettre un message. Et ce message-là, quel est-il? Toute la question est là. Et c'est là qu'on veut amener les étudiants. On veut les amener à produire des travaux qui ne sont pas simplement « voici tout ce que je sais sur Beethoven », ce qui est d'un ennui infini. On en a tous lu des tas comme ça, des travaux, mais un travail qui répond On parle pas de Beethoven, non? Qui est donnant. Non, 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 c'est le « voici tout ce que je sais sur », et puis vous pouvez remplir avec n'importe quoi. Ça peut être « voici ce que je sais sur Lady Gaga », c'est pas plus intéressant. Donc, l'idée est de les introduire à la démarche qui consiste à problématiser un champ de recherche, à trouver une amorce, une hypothèse à démontrer, une question à laquelle on veut répondre. C'est vraiment ça. Et à travers tout ça, en fait, on passe, pour atteindre cet objectif-là, on passe par toutes sortes d'étapes qui en font partie. Comment lire un ouvrage, comment prendre des notes, comment faire des fiches de lecture. Je me souviens de mes propres études où j'ai entendu, je ne sais pas combien de fois la phrase, mais fais des fiches de lecture. Et moi, à chaque fois, je me disais, mais comment faire? Et là, il a fallu que j'épluche toute une série d'ouvrages pour arriver à mettre ensemble une méthode qui fonctionnait pour moi. Et donc, c'est ce qu'on présente là-dedans. Donc, la méthode que j'ai fini par me bricoler sur le tas. L'idée aussi est d'éviter à d'autres de devoir bricoler sur le tas, comme on l'a fait, plus ou moins, et de devoir chercher différentes sources complémentaires qui, à chaque fois, nous laissaient un peu sur notre fil. Mais c'est une force aussi de l'ouvrage parce que, en fait, tu parles des outils, fiches de lecture, vous avez évoqué compte-rendu de lecture, problématiques, exercices, bon, tous les champs d'initiation à la recherche. Souvent, quand on cherche des ouvrages en méthodologie, on vous trouve des choses en anglais, quelques-unes en français, mais qui sont davantage orientées vers les sciences humaines. La force de celui-ci, je trouve, c'est de nous fournir des exemples pratiques appliqués à la musique, ne serait-ce que pour les documents avec lesquels on travaille, les types de sources primaires, ou comment définir une problématique. Vous suivez, si je ne me trompe pas, Marie-Pierre, peut-être tu pourras me corriger, 2 exemples, pas à pas à travers l'ouvrage, et ce sont des travaux, non pas sur un champ extérieur à la musique, mais vraiment, donc pour les étudiants qui cherchent à avoir un exemple très concret, on trouve ça dans votre ouvrage. Ça, je me souviens bien, vous suivez Il y a 2 exemples, en fait, qui se déploient du début jusqu'à la fin. Donc, on a, en fait, 2 étudiants qui avaient choisi des chants et ensuite qui ont transformé ces chants en sujets restreints avec une problématique. Et ensuite, donc, on a la première bibliographie pour chacun de ces sujets. On a le premier plan pour chacun de ces sujets, le plan détaillé, jusqu'au travail final qui, à l'origine, dans sa version Word remise par l'étudiant, faisait 10 pages, et donc les étudiants qui utilisent ensuite le manuel pour faire leurs travaux ont 2 exemples de travail final pour s'inspirer, et on peut dire 2 travaux très très bien faits. Très bien faits, oui. Mais en même temps, pas écrits par nous, et c'était quelque chose de très important pour nous, de ne pas faire des faux travaux
réalisés par des gens qui ont des années de carrière derrière eux, ce qui fausse complètement la donne. C'est des authentiques étudiants de premier cycle universitaire qui ont fait ces travaux-là. Bien sûr, on les a révisés avec eux, mais c'est pas des révisions majeures, vraiment pas. Les travaux, en fait, sur le fond, sont restés tels quels. On a un peu adapté la forme, la rhétorique à certains endroits, on a ajusté les premières bibliographies, mais c'est tout. Donc, c'est vraiment des authentiques étudiants. On ne voit pas uniquement la version parfaite et idéale. On voit d'où ça part et comment on peut le transformer. Donc, ça, c'est quelque chose de très rassurant et accompagnateur. Tout à fait, avec des plans qui ne correspondent pas à la structure du travail final et on explique pourquoi et comment ça s'est passé. Parce qu'une des choses que les étudiants ont tendance à penser, c'est que quand ils font un plan de rédaction, là, ils sont comme enchaînés à ce plan-là, un contrat signé avec leur sang et le diable va venir les chercher s'ils le modifient. Et là, il faut leur sortir cette idée-là de la tête. Et donc, c'est un peu l'idée d'avoir un exemple de plan qui est fluide, qui se transforme, et puis de leur dire, mais c'est comme ça que la recherche fonctionne. Un ouvrage vraiment, pour la méthodologie musique, même sciences humaines élargies, vraiment très incontournable à se procurer. Et je mentionne une version numérique aussi, qui est disponible. Donc, vraiment très intéressant. Et je parlais au début un peu... vous aurez compris que moi aussi, je partage la même passion que ces musicologues. Trois Marie, se dit en passant, qui enseignent la méthodologie, c'est quand même pas très courant. Alors, dans votre ouvrage, je souligne la rigueur, à la fois la finesse. Vous expliquez très bien chaque élément sans lourdeur, très fluide, et aussi, vous l'aurez constaté, je sais entendre parler les autrices, mais l'humour. Beaucoup d'humour, ce qui est généralement pas le cas des ouvrages de méthodologie, je vous dirais. Alors, donc, on sourit à chaque page, même de voir évoquer Adorno dans toutes sortes de situations étonnantes. C'est assez rafraîchissant. Alors, merci beaucoup, mesdames. Un incontournable pour vous. Merci. Et si vous avez des questions? Oui, bien sûr. Pour Adorno, là, juste pour vous donner encore plus envie d'acheter le livre, ça implique Adorno en maillot de bain. C'est pas rien quand même, ça existe vraiment.